Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les salaires des agents publics mauritaniens augmenteront de 30 à 50% à partir de janvier 2015. C'est l'une des annonces faites par le président de la République à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance. Les travaux des séances ordinaires du Parlement équato-guinéen ont pris fin ce jeudi. Le président Teodoro Obiang Bassogo a appelé à promouvoir le secteur primaire et à lutter contre la corruption. Et les Namibiens ont été appelés aux urnes ce vendredi pour les élections législatives et présidentielles. Grande nouveauté de ce scrutin, l'introduction du vote électronique. Mais tout d'abord, cette réaction de la présidence congolaise suite à la libération le 26 novembre de 15 ressortissants camerounais et du prêtre polonais Mateusz Dziedzic, retenu en otage par un groupe armé centrafricain. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, également médiateur dans la crise centrafricaine, a exprimé sa reconnaissance à son homologue camerounais Paul Biya pour son intervention. La Mauritanie a célébré ce vendredi les 54 ans de son indépendance. À la veille de cet événement, le président Mohamed Ould Abdelaziz a livré son traditionnel discours à la nation. Un discours marqué cette année par l'annonce d'une hausse de 30 à 50% du salaire des fonctionnaires. Un reportage de notre correspondant Franck Dauphinan et Guévanido. Les salaires des travailleurs du secteur public connaîtront une hausse de l'ordre de 30 à 50% à partir de janvier 2015. Cette annonce a été faite par le président Mohamed Ould Abdelaziz à l'occasion de la célébration des 54 ans d'indépendance du pays ce vendredi. Une mesure qui entre dans le cadre d'une démarche visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. Dans le cadre de notre détermination permanente à améliorer les conditions de vie de nos citoyens, nous avons décidé une augmentation considérable des salaires, équivalent à 50% du salaire de base pour les travailleurs qui perçoivent des sommes inférieures ou égales à 100 000 ouguiya et à 30% du salaire de base pour ceux dont les salaires dépassent les 100 000 ouguiya. Ces augmentations qui seront appliquées à partir du mois de janvier prochain sont le reflet de l'amélioration continuelle de notre situation économique et de notre volonté sincère de permettre à tous les Mauritaniens de tirer profit de cet essor économique. En Mauritanie, le budget de l'État exercice 2015 s'équilibre autour d'1,5 milliard de dollars américains, une progression de 2,87% par rapport à l'année 2014. La rémunération mensuelle des fonctionnaires a augmenté, mais l'impôt sur les salaires ne connaîtra pas une hausse selon le ministre des Finances. Pour tenir cette promesse, à partir de janvier 2015, l'État mauritanien compte s'appuyer sur des secteurs clés comme les mines, la pêche ou encore les services. Le discours du président Mohamed Abdelaziz annonçant des mesures importantes de l'augmentation des salaires est de mon point de vue une chose importante et normale. Normale parce que la croissance économique mauritanienne est de l'ordre de 8% et il est normal que les Mauritaniens partagent le fruit de la croissance. Et la question c'est, est-ce que l'économie mauritanienne est capable de les supporter? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la part des salaires dans le fonctionnement du budget d'État mauritanien aujourd'hui est à l'ordre de moins de 30%. Et donc, l'économie est capable de les supporter, la croissance économique est plutôt positive, la dynamique des investissements est plutôt bonne, et il est normal donc que le président des Mauritaniens considère qu'à ce moment-là, les Mauritaniens partagent le fruit de la croissance. La situation économique de la République islamique de Mauritanie semble s'être améliorée au cours des 5 dernières années. La croissance économique s'est affermie au fil des années et a atteint 6,7% en 2013. Elle pourrait se maintenir autour de 7,3% à la fin de l'année 2015. En Guinée équatoriale, les séances ordinaires du Parlement équato-guinéen ont pris fin ce jeudi. Comme le veut la Constitution, c'est le président Teodoro Obiang Bassogo qui a clôturé les travaux. Le chef de l'État a appelé le secteur à promouvoir le secteur primaire et à lutter contre la corruption. Policarpo et Doumassa. Clôture de la session parlementaire et sénatoriale en Guinée équatoriale. Les deux institutions ont mis fin à leurs travaux ce jeudi en présence du président Teodoro Obiang Bassogo. En clôturant les travaux des deux chambres, le président équato-guinéen a reconnu les transformations infrastructurelles enregistrées ces dernières années. Mais il faut aller plus loin selon le chef de l'État. Amorcer la diversification de l'économie équato-guinéenne et réussir le pari de l'autosuffisance alimentaire dans un pays où la faiblesse de la production locale des produits alimentaires est telle que bon nombre de produits consommés en Guinée équatoriale doivent être importés de pays voisins. Desde esta tribuna invito a todos los responsables. Depuis cette tribune, j'invite tous les responsables afin que nous nous concentrions sur les activités agro-industrielles et agricoles. Cela va garantir l'alimentation pour en finir avec la faim et la pauvreté. Il faut produire davantage pour ravitailler tout le pays.
la garantía de la alimentación. Les sénateurs et les députés réunis pendant 6 mois ont examiné et adopté plusieurs projets de loi, tels que la loi de procédure administrative qui facilite l'installation des investisseurs. La Guinée équatoriale aspire à diversifier son économie avec un appel aux investisseurs. Pour le président Obiang Nguema, le soutien des institutions telles que le Parlement et le Sénat doivent être forts pour contrer la corruption qui freine les investisseurs. La corruption no es La corruption n'est pas une activité qui favorise le développement économique d'un pays. Au contraire, cela le détruit. J'aimerais que les organes judiciaires commencent à punir les délits de corruption pour que les gens aient un peu plus de réserve sur cette pratique. Rappelons que lors de la cérémonie de clôture des séances ordinaires, le nouveau médiateur de la République, Marcelino Nguema, a été élu par les 2 chambres du Parlement au cours des séances plénières. Il a ensuite prêté serment devant le président de la République. En Namibie, les élections législatives et présidentielles ont eu lieu ce vendredi. Si le parti au pouvoir et le président sortant sont donnés grands favoris, la nouveauté réside dans l'introduction de machines équipées d'écrans tactiles. Le pays devient ainsi le premier État d'Afrique à utiliser le vote électronique. Marina Vanier. C'est une nouveauté en Afrique. La Namibie organise son premier vote électronique. Environ 1,2 million de personnes sont attendues ce vendredi 28 novembre lors des scrutins du pays. Autre innovation particulière de la Namibie cette fois, le pays connaîtra un double scrutin. Les élections présidentielles et législatives se tiendront le même jour. Pour l'occasion, 4000 bureaux de vote ont été ouverts sur l'ensemble du territoire. Ils sont dotés d'isoloirs équipés de machines aux écrans tactiles. Les responsables électoraux espèrent que cette avancée technologique suscitera un intérêt important pour l'ensemble du continent africain. La décision d'envisager d'acquérir des machines de vote électroniques a été principalement basée sur des défis et des expériences que nous avons eues des élections et la manière dont nous gérons nos scrutins. Le changement provoquant des inquiétudes, 3 partis d'opposition ont intenté un recours en vue d'un report des élections. Ils dénonçaient un risque de trucage avec la nouvelle procédure. Des craintes refutées par les autorités du pays. Les votes électroniques ont la particularité de ne pas avoir une trace écrite. La question du suivi écrit est fondamentale, mais je pense que tous les partis qui se plaignent maintenant auraient amplement pu le faire plus tôt auprès du gouvernement ou à la Cour, au lieu de venir demander un report 2 jours avant l'élection. 9 candidats s'opposent à la présidentielle. Pour des observateurs, le Premier ministre Age Gengob est un favori pour reprendre le rôle du président Pohamba. En cas de victoire, la SWAPO, parti au pouvoir depuis 1990, sera donc reconduite. Les résultats officiels devraient être annoncés ce dimanche 30 novembre 2014. Dans l'actualité également, la Centrafrique ne participera pas au 15e sommet de la francophonie. Le Conseil permanent de l'organisation a en effet suspendu le pays de ses instances, tout en reconnaissant le dispositif de transition instauré sur décision des chefs d'État de l'Afrique centrale. Marina Vani. La Centrafrique sera aux abonnés absents du 15e sommet de la francophonie. 35 chefs d'État et de gouvernement seront présents à cette rencontre ce samedi 29 novembre. La République centrafricaine a été suspendue des instances de la francophonie en avril 2013. Selon les statuts de l'organisation, tout coup de force dans un État entraîne une sanction temporaire. Le 24 mars 2013, la Centrafrique a connu son énième coup d'État qui a vu le départ de l'ancien président Bozizé. L'OIF a motivé sa décision par l'aggravation de la situation sécuritaire dans le pays, exposant les Centrafricains au pillage et aux violations des droits de l'homme. Ceci étant, la situation grave de la République centrafricaine peut aussi justifier qu'on y fasse un peu plus attention dans la mesure où le régime issu du coup d'État du 24 mars a cessé par l'élection par le Conseil national de transition de Madame la Présidente, chef de l'État de la transition, Catherine Samba-Panza, le 20 janvier 2014. Donc, il y a eu une évolution sensible de la gestion de la gouvernance. Le pays a été
dans une situation particulièrement difficile avec un État totalement effondré. Un an après le coup d'État du 24 mars, la situation en Centrafrique reste instable. Malgré les efforts du gouvernement de transition, beaucoup reste à faire sur le plan sécuritaire et social. Des affrontements entre groupes armés demeurent fréquents dans ce pays du diamant. Madame la présidente de la transition a fait un travail colossal de remise en état des embryons de l'État. Ce travail se poursuit avec la mise en place de l'état-major des armées, la relance de l'activité judiciaire, le redéploiement progressif de l'administration sur l'ensemble du territoire, la relance de l'activité économique par la sécurisation de l'axe Douala-Bangui, qui est le port de ravitaillement de notre pays. Le sommet se réunit tous les 2 ans et définit les orientations de la francophonie de manière à assurer son expansion dans le monde. Mais la grande attraction sera la désignation du successeur d'Abdou Diouf. L'ancien président sénégalais a marqué positivement l'institution. Et le 15e sommet de la francophonie débute ce samedi à Dakar, au Sénégal. 35 chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence. Particularité de cette année au sommet politique succédera un sommet économique. Et bien sûr, l'on connaîtra le nom du nouveau secrétaire général de l'organisation. Nos envoyés spéciaux Nicolas Kukel et Aedjaï reviennent sur les enjeux de cet événement. Ce samedi s'ouvre à Dakar le 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. 2 ans après le rendez-vous de Kinshasa, les 77 États membres, observateurs ou associés de l'Organisation internationale de la francophonie se retrouvent ici au Sénégal pour ce sommet qui a pour thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Un thème qui devrait contribuer à définir le cadre stratégique de l'OIF pour les 10 prochaines années, comme nous l'explique le Premier ministre du Québec. Il y a la thématique du sommet cette année qui est importante, un changement important, je crois, dans le ton et les vecteurs de l'organisation. Les jeunes, le développement économique, la place des femmes dans le monde, c'est là, je crois, un signal très important et qu'il faut donner. La prochaine étape maintenant, c'est d'engager nos économies au niveau des entrepreneurs. Et c'est ce que ce sommet nous permet de démarrer. Il y a le forum économique qui suit immédiatement le forum politique. Et je crois que c'est la nouvelle direction où on veut que le français, bien sûr, notre langue, soit également la langue de la modernité. Oui, de notre langue, de notre culture, mais aussi de la science, de l'administration, des affaires. Et c'est là la direction qu'il faut donner à la francophonie. Lors de ce sommet, il sera aussi question pour les chefs d'État de désigner un successeur au poste de secrétaire général de la francophonie, car après 12 années passées à la tête de l'organisation et 3 mandats, Abdou Diouf, le secrétaire général, a décidé de se retirer de la vie publique. 5 candidats sont en lice pour ce poste. Il s'agit de Michaël Jean, ancienne gouverneure du Canada, de Pierre Bouyoya, l'ancien président de la République du Burundi, d'Augustin Nzefoumou, sénateur de la Guinée équatoriale, d'Henri Lopez, ambassadeur de la République du Congo, et Jean-Claude Delestrac, ancien ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice. Le nom du successeur sera connu à l'issue de ce sommet, mais avant ça, le coup d'envoi sera donné ici au centre des conférences de Diamniadio ce samedi à 9h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.